En Europe, globalement, il pourrait y avoir jusqu'à 95 millions d'adultes qui, pourraient avoir ce qu'on appelle des hypofonctions, c'est-à-dire un déficit vestibulaire n'est pas identifié clairement. C'est pour ça que je dis toujours, SVP, faites des bilans parce que Mmh. en fait, on peut pas savoir, vraiment, vers quoi on se dirige si on fait pas de bilan et ce OK. dispositif-là, il coûte entre 10 et 15 000 €, donc au total, ça revient à 40 000 € globalement. Il faut Mmh. savoir que le vertige, c'est le troisième motif de consultation en médecine générale. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo qui est kinésithérapeute spécialisé en troubles vestibulaires. Alors forcément, la kiné vestibulaire, ça parle pas à tout le monde, c'est un domaine de la kiné qui est un petit peu moins connu et c'est pour ça que ça va être super intéressant d'en parler aujourd'hui. On va parler triage, on va parler pathologie vestibulaire et bien d'autres choses encore. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet, et enfin une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Académie, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Et salut Hugo, écoute, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, je te propose de te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas. Alors moi, du coup, je m'appelle Hugo Vestib sur les réseaux sociaux, je suis kinésithérapeute et je pratique spécifiquement la rééducation vestibulaire, du coup, je suis là pour en parler aujourd'hui. Trop bien. Ben, ici, voilà, j'avais vraiment envie de t'avoir ici sur le podcast parce que je trouve que la kiné vestibulaire, c'est quelque chose qui est pas fort connu. Personnellement, j'y connais pas grand-chose pour être honnête et c'est pour ça que je suis hyper content parce que je pense que tu vas nous apprendre des choses. J'ai jamais eu l'occasion vraiment d'échanger avec des kinés qui étaient spécialisés là-dedans. Même si, pour la petite histoire, j'ai des kinés vestibulaires juste en bas de chez moi qui exercent, mais j'ai jamais eu l'occasion d'échanger. Voilà, comme ça, tout le monde sait un petit peu plus sur ma vie. Mais bref, euh, la première question qui me vient, évidemment, c'est mais pourquoi tu t'es spécialisé dans les troubles vestibulaires? Parce que c'est quand même assez atypique. Alors en fait, pou alors je vais parler un peu de comment j'ai senti les études de kiné au départ. En fait, moi, j'ai toujours été, intéressé par, le domaine, musical, l'audition et cetera en fait, quand je suis allé à l'IFMK, il y avait pas mal de cours, assez globaux sur, beaucoup de musculo-squelettique, beaucoup de neurologique et en fait, un jour, je suis tombé sur une vidéo de manœuvres de repositionnement pour les cristaux et je suis tombé littéralement amoureux, en fait, de cette pratique-là et après un monde s'est ouvert devant moi et après, en fait, j'ai décidé de ne plus, de me consacrer à ça et en fait, de plus du tout faire de la kiné, entre guillemets, qu'on peut appeler plutôt «standard» dans le cursus d'un étudiant en kiné. Je me suis vraiment focalisé dessus, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné. J'ai adoré cet univers du vestibulaire, en fait, qui est très, très vaste. En fait, on a l'impression que ça se résume à 2 pathologies, mais en fait, c'est Mm. beaucoup plus complexe. Ça regroupe beaucoup de mécanismes neurologiques, beaucoup de mécanismes, aussi, il y a beaucoup de visuels, beaucoup de neurologiques et en fait, ça englobe un tout et en fait, on a une vision très restrictive quand on le voit comme ça de prime abord et en fait, quand on s'y intéresse un minimum, mais je pense que c'est dans toutes les spécialités et c'est très, très vaste. C'est un océan, en fait, si je peux dire, si je pouvais résumer ça, c'est «l'océan du vestibulaire» entre guillemets que je pourrais parler. Voilà. Ok, ok. Et ça va, enfin, c'est pas trop complexe de se faire comme ça une patientèle, parce que ça, c'est aussi une chose qui peut faire peur quand on choisit des spécialisations un petit peu moins en vogue que, par exemple, moi, j'ai fait kiné du sport, c'est beaucoup plus trendy, entre guillemets, et beaucoup plus vaste. Même si là, tu viens de dire que c'est un océan, mais quand même, là, sur papier, est-ce que ça va pour se faire une patientèle quand tu fais un truc un peu plus niche?
En fait, je pense que honnêtement, avec mon expérience, hein, actuelle, c'est beaucoup plus simple en fait de entre guillemets de se faire de se faire une patientèle dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, c'est tellement recherché par les patients et par les professionnels de santé qui travaillent avec toi. En fait, Mmh. dès lors que tu commences une spécialisation dans ce domaine-là, c'est comme la maxillofaciale ou ces disciplines un petit peu niches qui sont pas vraiment pratiquées, que ce soit parce que, le coût du matériel est un peu plus conséquent, je pense qu'on en reparlera après, Ouais. et aussi parce que, en fait, ça demande, une autre perception et ça demande, en fait, de reprendre des bases anatomiques, de repartir sur une autre façon de pratiquer. En fait, toutes les disciplines en kinésithérapie, et c'est ça qui fait que la profession est magnifique, sont différentes. En fait, on a tous une façon différente de voir les choses, de pratiquer, de bilanter, et en fait, la pratique en vestibulaire, on y reviendra après, elle est assez différente sur plein de points de vue parce qu'on va pas vraiment voir les patients sur le long terme. Et donc en fait, il va Mmh. falloir qu'on se tisse vite un réseau. Et en fait, les autres professionnels sont à la recherche de ce type de réseau-là, parce que les vertiges, c'est quelque chose qui est mal pris en charge en France, très, très mal. Il y a beaucoup d'errance thérapeutique, beaucoup de problèmes liés à l'orientation des patients, que ce soit en soins primaires, en soins secondaires. Et en fait, généralement, quand on commence à en faire, je vais pas dire que, ça c'est à 100 sûr, mais Mmh. la plupart du temps, il y a aucune difficulté, que ce soit dans un endroit, très rural ou très citadin, à se faire une patientèle. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment s'attendre à avoir un afflux de patients dès lors qu'on devient connu, et là, en fait, ça devient compliqué de revenir en arrière par la suite. Parce qu'en fait, dès qu'on est lancé, on peut pas se permettre du jour au lendemain d'arrêter la Mmh. spécialisation, de dire: «Bah, voilà, je vais faire autre chose», ou je vais commencer, ou je vais arrêter complètement. Donc c'est vraiment un engagement sur du long terme. C'est pas pour faire peur, mais souvent, enfin, je sais pas si tu avais déjà reçu d'autres spécificités très nichées, mais par Mmh. exemple, la maxillofaciale, c'est exactement pareil. Après, les dentistes commencent à envoyer pour tous les problèmes d'ATM, Ouais, tout ce qui est rééducation linguale, c'est pareil. Enfin, dès que le réseau est construit, en fait, c'est compliqué de dire: «On arrête», ouais. parce qu'après on a tout le monde qui pousse derrière, quoi. OK. Bah, en vrai, ça peut faire peur et à la fois, ça semble génial quand même parce que je pense que parfois, c'est une angoisse des kinés qui se lancent, bon, je peut-être qu'en France, il y a plus de patientèle par rapport au nombre de kinés, mais je sais qu'ici en Belgique, enfin moi j'exerce sur Bruxelles, c'est un peu, il y a 5 kinés par rue, c'est pas toujours évident quoi. Quand tu commences, souvent on dit chez nous, il faut 5 ans avant que tu aies vraiment une patientèle qui tourne. Minimum, et donc ce qui est quand même énorme quand on y pense. Donc moi je trouve que ça fait plutôt rêver de se dire, bah, allez, tu peux avoir des patients, là tu parles de collaboration avec d'autres professionnels de santé, c'est qui les enfin c'est qui? C'est quelles professions avec lesquelles tu collabores le plus? Alors, moi, pour être très honnête, je suis en Normandie. Donc, en Mmh. Normandie, on n'a pas une densité, parce qu'on travaille principalement, normalement, avec des ORL. Le problème de OK. l'ORL en France, c'est comme dans toute la médecine, en fait, notamment, plutôt chez les médecins, du coup, c'est Mmh qu'en mh. fait, il y a très, très peu d'ORL en France à cause du numerus clausus. Enfin, je vais pas refaire tout le détail de Mmh. l'histoire du numerus clausus, mais en gros, il y a une carence de médecins. Ça, on le sait tous. Mmh. Résultat, je travaille énormément avec des médecins généralistes. En fait, souvent, il n'y a pas de diagnostic médical de poser avant que les patients ne viennent me voir, parce que les médecins généralistes n'ont pas le matériel pour évaluer les patients. Ce qui fait qu'en fait, le kiné vestibulaire se retrouve dans une situation où il a une obligation de moyens. C'est-à-dire que quand il reçoit un patient, il est obligé de faire un bilan détaillé, fourni. On ne peut pas, se permettre de juste voir le patient et d'appliquer ce qui est noté sur l'ordonnance, sans forcément, parce que déjà on prend une responsabilité puisqu'il n'y a pas de diagnostic. Donc en fait, on est obligé de savoir si le cas du patient est urgent ou alors non urgent. Et en Mmh. fait, en fonction de ça, pardon, on doit réorienter le patient vers, du coup, le bon professionnel. Donc, en fait, ça peut être une rééducation très, très simple, où en fait, on va pas du tout essayer de rediriger parce que, du coup, l'indication est pas du tout urgente. Ou alors, on va orienter le patient vers un ORL et dans ce cas-là, on va essayer de communiquer avec le médecin généraliste pour orienter, le patient, vers le ORL pour qu'il fasse les examens complémentaires pour diagnostiquer une pathologie. En fait, on est dans une démarche, en fait, en fait, on examine le patient, on voit ce qui peut être traité par nous en première intention, et ensuite, s'il y a jamais ça devient, en fait, difficile de traiter seul, et qu'il faut poser un diagnostic, dans ce cas-là, on Mmh. réoriente vers l'ORL. Je travaille énormément avec des psychologues aussi.
Ce qu'il faut savoir que le domaine du vertige, c'est un domaine en fait où l'anxiété et le stress sont énormément présents. Le vertige, c'est très compliqué à définir pour les patients. En fait, quand on dit vertige, on a une définition propre à nous-mêmes. En fait, on n'est Mmh. pas du tout en phase avec les autres définitions qu'ont les autres personnes. Quelqu'un peut dire le mot vertige, ça peut avoir une définition complètement différente de ce que moi je pense, de ce que quelqu'un d'autre pense. Et donc en fait, le rôle aussi, c'est de déterminer quel est le type de vertige. Donc ça Mmh. peut être plusieurs types, ça peut être un tangage, une instabilité, ça peut être une sensation vertigineuse, ça peut être des émotions fortes, mais en fait, c'est très compliqué de le déterminer. Donc, il y a ce rôle de triage et du coup, la psychologie rejoint aussi ce côté-là parce que c'est traumatisant d'arriver, d'avoir en Ouais. fait d'appliquer le terme vertige, c'est traumatisant pour un patient. Et sinon, globalement, après, je communique aussi beaucoup avec, du coup, mes autres confrères, donc les autres kinésithérapeutes pour, bah, réorienter si jamais je vois que globalement, c'est pas quelque chose que je peux gérer, notamment pour, tout ce qui est cervical. Je fais évidemment un peu de cervical, mais souvent, c'est très compliqué de travailler en cervical et de faire du vestibulaire à côté, surtout quand il y a des douleurs associées, ce qui est souvent le cas en vestibulaire où en fait, on va avoir des cervicalgies associées au vertige. Et Mmh. donc là, bah, il faut orienter vers le professionnel, le kinésithérapeute, le professionnel compétent pour justement régler ce type de problème. OK. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est difficile de faire 2 choses à la fois? Tu préfères te focus, enfin, il vaut mieux se focus, toi, peut-être sur le vestibulaire et orienter en même temps vers quelqu'un qui va prendre en charge le cervical? C'est ça, en fait, en OK. fait, ça va dépendre du contexte. Si c'est quelqu'un qui vient pour des vertiges chroniques avec une cervicalgie chronique, en fait, ça devient très compliqué de gérer le côté vertigineux parce que du coup, on doit beaucoup travailler sur la modulation de symptômes, l'aménagement de la du quotidien du patient. Et en fait, souvent, si je vais donner un exemple simple, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais le PPPD, c'est un vertige visuel qui est provoqué suite à un traumatisme lié à une pathologie vestibulaire. Donc en fait, la pathologie vestibulaire, ça peut être par exemple un VPPV, Mmh. arrive, il y a une errance thérapeutique qui se met en place et le patient devient hyper vigilant avec un contrôle exagéré sur son environnement, avec des vertiges visuels qui vont s'installer. Souvent, ces OK. patients-là, ils peuvent avoir parfois des cervicalgies chroniques, c'est-à-dire des cervicalgies avec beaucoup d'étiologies différentes qui nécessitent du coup une prise en charge adaptée en rééducation. Et donc, en fait, si on part de ce principe-là, si je dois en même temps gérer le côté vertige visuel et en même temps gérer le côté cervicalgie chronique, c'est Ouais. compliqué pour moi surtout qu'en plus, en neurosciences de la douleur, je vais être très honnête, je suis une quille, très clairement. On Donc, peut pas être bon en tout, hein. voilà, c'est ça. Après, le but, c'est aussi de savoir où sont ses limites, justement, pour bien gérer ce qu'on sait faire déjà à la base. Et moi, je Ouais. pars de ce principe-là. C'est pour ça que je prône énormément tout ce qui est, spécialisation en kinésithérapie parce que les neurosciences de la douleur, c'est très complexe, tout Mmh. comme les vertiges où en fait, là, il y a de plus en plus de recherches dedans aussi. Donc en fait, il faut essayer de rester centré sur ce qu'on sait faire et les cervicalgies chroniques, c'est pas quelque chose que je maîtrise et je préfère faire les choses bien plutôt que de les faire à moitié et augmenter la perte de chance pour le patient. Ouais. Enfin voilà, faire en sorte que le patient soit, traité, plus tard et soit plus Mmh. gêné. OK. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi sur le fait que se spécialiser aujourd'hui en kiné, c'est hyper important. Enfin, si on a la possibilité, parce que déjà, on est tellement que je pense que pour tirer son épingle du jeu un petit peu et même trouver, je trouve, un intérêt plus marqué dans ta pratique, je trouve que si tu essayes de faire de tout, tu peux peut-être un peu te perdre. Après, je pense qu'il y en a qui sont très heureux ou très heureuses comme ça et c'est très bien. Mais, heu, mais après, tu vois, peut-être que certaines personnes, certains collègues se diraient: «OK, oui, je me spécialise, mais voilà, les tarifs, eux, ils changent pas vraiment». Et donc, après, il y a tous ces débats, honnêtement, je m'y connais moins, je commence à connaître un peu à force, de discuter de ça, mais vu que c'est le système français et que ça on fonctionne pas de la même façon ici en Belgique, mais ce système où tu sors un petit peu de la convention, ou je sais pas comment vous appelez ça, chez vous, c'est déconventionné ou vous faites Complètement, ouais. En fait, ouais, c'est c'est ça? le système de conventionnement, enfin, je sais pas comment, en Belgique, je connais pas trop c'est pas un tarif unique pour tout le monde? Non, en fait, ouais, en Belgique, grosso modo, c'est, soit tu es conventionné, soit tu es déconventionné, sans blague. Et en conventionné, c'est nous, on est par exemple à 30 € la séance, grosso modo, parce que ça dépend du type de pathologie. Certains kinés vont me tomber dessus en disant: «Non, c'est pas vraiment 30 €, c'est un peu plus ou un peu moins». Mais grosso modo, pour les pathologies courantes, c'est, 30 € et un peu plus pour la première parce qu'il y a le bilan. Et en déconventionné, bah, tu demandes le prix que tu veux, mais le patient est moins remboursé. Et donc, il y a toujours ce débat de se dire, OK, tu te déconventionnes, tu veux un peu mieux gagner ta vie, mais du coup, c'est le patient qui paye un peu les frais parce que lui, il a rien demandé, il est moins remboursé.
Voilà, ça c'est aussi un gros débat. Mais, moi personnellement, à titre personnel, le mec se répète, heu, et ben, je suis déconventionné et je l'assume totalement et je pense que c'est voilà, il faut être droit dans ses bottes et je pense qu'il faut être aligné avec ce qu'on demande aux patients. Mais moi, j'ai jamais eu aucun souci à me déconventionner, voilà, c'est un choix aussi, quoi. Bah, en fait, je pense qu'après, en fait, le déconventionnement te donne une plus grande liberté dans ta pratique. Ça, c'est clair que globalement, le fait d'être déconventionné, en fait, c'est si je peux appeler, l'idéal. Après, en fait, après on en revient toujours au même débat, c'est, le côté politique dans toute cette histoire, en fait, où en fait, le fait de ne pas donner, l'accès aux soins à tout le monde, ça entraîne aussi des disparités. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi rendre service aux patients que de mieux les soigner, en leur demandant peut-être plus cher, mais en leur permettant d'être, traités plus rapidement? En fait, c'est là l'ambivalence du système, c'est, donner des soins de qualité ou donner des soins de mauvaise qualité parce qu'on a la pression de l'argent, parce qu'on a la pression de la rentabilité, alors qu'on Mmh. pourrait exercer notre métier dans des de meilleures façons. Donc c'est un débat qui est compliqué en France, surtout qu'en plus on a, ce système, que je trouve, pas, approprié, de «paiement» entre guillemets, à la séance, où en fait on a absolument aucun retour, peu importe la personne qui pratique, il va y avoir exactement la même rémunération. Mmh. Surtout qu'on fait pas les mêmes choses. Si, on fait une séance de TCC par exemple, alors je dis TCC, je ne me substitue pas à un psychologue, hein, mais simplement en Ah fait oui, tu peux juste préciser ce que c'est le TCC pour alors ceux ou celles qui nous écoutent? Comme ça, le ils comprennent les abréviations. pas de souci. Le TCC, la thérapie cognitive et Ouais. comportementale, en fait, c'est une approche centrée sur le patient où, en fait, on va, si je peux vulgariser ça brièvement, c'est, le faire réfléchir sur ses symptômes et l'amener à un changement de comportement, en le faisant réfléchir de façon, individuelle sur ses symptômes, en lui faisant prendre du recul. Enfin, moi, c'est ce que j'explique aux patients et souvent, c'est un petit peu ce qui en ressort. Mmh. Alors on fait pas une thérapie TCC comme fait un psychologue, hein, mais en Ouais. fait, on a des outils de TCC où en fait on amène le patient à changer son comportement de façon physique. Où on va l'amener en fait à bouger plus en, lui montrant qu'en fait, bah, ses évitements sont dus à cette peur-là qui en fait est infondée, si je peux Ouais. vulgariser les choses, grossièrement. Et donc en fait, quand on fait ce type de séance, je préfère consultation, mais je vais dire séance, là, ce sera plus simple. Mmh. Quand on fait ce type de séance, en fait, on est amené à beaucoup, parler, en fait, et pas faire des techniques. Ça m'arrive parfois de pratiquer uniquement en parlant avec le patient, parce que souvent, en fait, il y a juste ce besoin-là. Donc en fait, c'est répondre à l'attente du patient quand il le veut et Mmh. donc voir en même temps avec lui quels sont ses besoins au moment où il en a besoin. Et donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte et la sécu ne le prend pas en compte malheureusement. La sécu, nous voit encore comme des opérateurs comme dans les années 80-90 où on devait exécuter des tâches, ce qui n'est Mmh. plus le cas actuellement. On est dans une expertise complète et bah, ça avance, hein, ça c'est clair, mais C'est j'espère qu'un acquis. jour on sera reconnu à la juste valeur, quoi. Ouais. Ouais et puis, tu vois, ici, on parlait du fait de soigner mieux le patient. Je pense que évidemment, pour ceux ou celles qui nous écoutent, on n'est pas en train de sous-entendre que si vous êtes, conventionné, vous soignez moins bien les patients. C'est plutôt, le fait de se dire: ben au final, moi, par exemple, là, je fais toujours du one one avec les patients, donc je prends jamais 2 patients en même temps. Ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé en kiné, et je le ferai jamais parce que j'ai peut-être la chance aussi de pouvoir me déconventionner, blablabla. Ça dépend de par où on regarde le problème, mais je pense que c'est vraiment hyper important d'être conscient de sa valeur quand on se forme, sans se sentir exceptionnel, mais juste, bah, tu te formes, tu te donnes le meilleur de toi, tu te renseignes le soir après le boulot, tu vas lire des articles, tu vas machin. Bah, pour moi, c'est normal à partir d'un moment. Évidemment, ça peut pas convenir à tout le monde. Évidemment, ça dépend un peu de la région où tu travailles. Peut-être que si tu moi, là, je parle, j'ai facile, hein. Je suis dans une région de Bruxelles où je pense que mes patients ont la chance d'être aisés, financièrement. Je pense pas que je pourrais être, honnêtement déconventionné dans d'autres quartiers de Bruxelles, malheureusement, où les gens sont moins favorisés, au niveau financier. Mais ça, c'est pour appuyer le fait aussi que tu disais, ben oui, ça dépend aussi où tu te trouves et c'est facile à dire quand on dit ça comme ça, mais faut bien être Complètement. conscient que, voilà, c'est dépendant de là où tu es et de comment tu exerces, quoi. Et Mais puis pour être ouais, personnellement dans une zone sous-dotée, tu vois, moi j'ai beaucoup de confrères qui sont en Normandie, ouais. typiquement.
qui se retrouvent dans des villes où en fait c'est les seuls kinés et qui se retrouvent à devoir prendre plusieurs patients en même temps parce que les délais d'attente sont trop longs. Et je pense qu'à la base, tu vois, le problème en fait, c'est pas que c'est il faut pas diaboliser ces Mmh. collègues-là en fait qui font ce qu'ils peuvent en fait. Mais Ouais. globalement, en fait, c'est compliqué de proposer des soins de qualité quand on est tout seul parce que, bah, globalement, on doit quand même répondre à une attente de soins de la part des patients. Mmh. On a aussi potentiellement les médecins qui aussi attendent, bah, que la rééducation soit faite, que les patients soient traités et c'est pas évident du coup de concilier les 2. Donc en fait, ils sont pris dans un étau aussi et Mmh. le et c'est pour ça qu'en fait le système de santé bon après on va on va essayer Mmh. de pas trop partir là-dessus, mais Ouais. globalement le système de santé et n'est plus adapté à la pratique actuelle. Il est plus du tout en phase. Donc Mmh. voilà. Ouais. Et imagine, pour, qu'on se recentre un petit peu sur, cette fameuse kiné vestibulaire. Quelqu'un, nous écoute, un collègue nous écoute, il se dit: «Waouh, ça a l'air incroyable, Hugo m'a convaincu, mais je ne sais pas où me former». Parce que on parle du coup de spécialisation. En kiné du sport, tu tapes kiné du sport formation, tu en trouves 40 000. Mais quid de la kiné vestibulaire? Est-ce que déjà, soit tu aurais des recommandations? Comment toi tu t'es formé? Et si oui, où, comment? Bref, comment faire? En fait, c'est un domaine, très particulier parce que en fait, on va avoir une formation très médicale. Mmh. En fait, les soins, qu'on prodigue, je parle simplement des manipulations pour, par exemple, les cristaux, les VPPB, ça, c'est un acte médical à la base. C'est-à-dire que c'est Ouais. un acte de réduction. Donc en fait, on doit, replacer des otolithes qui sont mal positionnés dans l'oreille interne. Ça, c'est un acte médical et donc en fait, personnellement, quand je suis sorti de l'école, moi, je me suis dit: «Qu'est-ce qui est le mieux pour moi à l'heure actuelle?» Bah, j'ai fait un DU. La formation universitaire pour moi, elle est importante parce qu'en fait, elle permet de poser les bases. C'est-à-dire que, en fait, quand on sort de l'école, moi personnellement, j'ai eu 3 heures de cours à l'IFMK. J'ai eu, 3 heures de cours avec 1 heure et demie de TD, avec un Mmh. prof qui, n'utilisait pas de matériel et qui travaillait à l'hôpital. Donc en fait, résultat, au niveau connaissances, au niveau pratique, c'était très compliqué et en Ouais. fait, on pratiquait mais sans matériel. C'est-à-dire qu'il nous disait: «Bah, voilà, le patient, on l'allonge sur le côté gauche, ça tourne, bah et du coup, on va faire une manœuvre vers la droite». Sauf que maintenant, avec l'expérience que j'ai qui est pas très grande certes, Mmh. mais je me rends compte quand même que globalement, faire des indications thérapeutiques sur des signes cliniques, alors qu'on n'a aucune certitude de la localisation comme faisait mon prof, bah, c'est un peu dangereux. Notamment parce Mmh. que ça peut amener à certains troubles centraux sur lesquels on peut passer à côté et donc globalement, ces problématiques-là, elles sont entre guillemets, «pris en compte» quand on fait, une formation universitaire. Alors, si on fait une formation privée, certes, on va avoir les mêmes connaissances, mais ce ne sera pas autant approfondi. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une connaissance de la sémiologie aussi des examens, parce qu'il faut savoir que quand on a un ORL nous envoie un patient, il nous envoie tous les documents nécessaires associés. On va avoir tous les examens exploratoires qu'on va devoir savoir interpréter, qu'on va devoir Mmh. savoir utiliser et donc en fait, il y a toute cette dimension-là aussi qu'il faut maîtriser. Donc pour moi, c'est et on est d'accord avec, que tu connais aussi Rééducation et Steerware Paris, on en parle assez souvent, c'est qu'en fait, globalement, pour nous, la formation universitaire, ça reste le pilier de base. Il faut Mmh. vraiment avoir une formation universitaire ou alors faire une formation béton, privée, avec beaucoup de temps de formation pour avoir une base solide. Une fois que la base, elle Mmh. est solide, en fait, il faut savoir qu'on a la façon de pratiquer change complètement le métier. On Mmh. est vraiment sur, des patients qu'on voit très peu, très de façon courte, avec des bilans, j pour te donner une idée, je vois entre 15 et 20 nouveaux patients par semaine. Ah Donc ouais, OK. c'est énorme. En termes de débit, en fait, on est plus sur une pratique bilan que sur une pratique vraiment rééducative où on va alors, il y a de la rééducation, mais on va accompagner le patient. La démarche, c'est souvent, le patient vient, il a juste, symptômes vertige sur son ordonnance et Mmh. donc il faut trouver quelle est l'origine du vertige? D'où ça vient? Donc il faut avoir une base de connaissances solide pour bien mener l'anamnèse et surtout faire les tests cliniques appropriés en fonction de ce que dit le patient et comment est-ce qu'il ressent les choses. Et donc après, derrière se pose la question du matériel. Et donc le Ouais. matériel, l'exploration, alors les formations privées, j'en ai pas spécialement conseillé parce que comme j'ai fait le DU, voilà, elles l'abordent aussi. Mais ce qui est intéressant en formation universitaire, c'est qu'on va avoir des professeurs d'université qui vont nous par exemple, mon DU, le DU de Paris que j'ai fait, je vais clairement le dire, on Ouais. a eu beaucoup de professeurs ORL qui sont venus nous donner des cours sur, la sémiologie, sur les explorations et donc on a une analyse assez globale de tout ça. Le but, c'est de pouvoir tout interpréter facilement.
et de pouvoir du coup orienter. Ensuite, après, une fois que la formation universitaire a posé les bases, les connaissances médicales et la neuroanatomie, qui est horrible au passage, mais qui est incroyable. Ouais. Enfin, moi j'adore, mais Mmh. c'est très, très complexe, mais c'est hyper intéressant. Ouais. On en bave un peu et une fois qu'on a fini du coup, le DU, il faut la formation privée en fait, elle devient nécessaire. Parce qu'en fait, le problème du DU, c'est qu'il est très peu pratique. La plupart des DU sont pas pratiques en fait, c'est juste Ouais. du théorique et on a un gros bagage. Et après, il faut prendre en fait toutes les connaissances qu'on a sur le théorique à la base, prendre la formation privée et essayer de tout mélanger pour se faire sa propre façon de pratiquer. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. Je dis pas que c'est une recette magique, mais je Mmh. trouve que c'est la façon entre guillemets qui m'a amené à réfléchir le plus et à plus me remettre en question. Mmh. Et souvent, en fait, c'est le problème, c'est que comme on n'a pas de base vraiment solide pour se focaliser, parce que globalement, toutes les formations en kinésithérapie, c'est souvent sur des troubles musculo-squelettiques, sur la Ouais. neurologie, sur des choses qu'on a déjà vues à l'école. Donc là, Ouais. le fait de ne pas avoir du tout de cours, en fait, c'est faire une formation sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment à la base. Et donc, ça peut amener, en fait, à ne pas avoir le bagage de connaissances. En fait, le DU, c'est un petit peu le prolongement de l'IFMK pour moi. C'est, Mmh. voilà, c'est faire le plus. Mmh. Et donc derrière, après, il y a des formations qui peuvent être proposées derrière. Donc là, par exemple, je pense à la formation d'Olivier Dumas qui est assez intéressante sur ce point de vue-là, où en fait, monsieur Dumas, il va beaucoup parler, Olivier, de tout ça du côté vestibulaire et surtout, en fait, il va renforcer, tout ce qui est exploration, par la pratique kinésithérapie, donc avec, bah, tous les outils qu'on peut utiliser, tout le matériel qu'on peut utiliser et du coup, forger un bilan qui est intéressant, pour, bah, voilà, pour le pratiquer le mieux possible. Donc pour moi, c'est un peu un cumul de tout, si je devais parler de la formation. J'espère que j'ai OK. été assez clair, Ah oui, oui, normalement. mais c'est ouais, donc tu mixes un petit peu et vraiment la base, bah, le DU et puis après, chacun voit un peu comment il va affiner sa pratique avec des formations privées, bah, ça semble, enfin, ça semble bien dit comme ça et ça semble, cohérent donc mais tu vois, tu parlais du matériel. Grosso modo, à combien ça revient si demain tu veux t'équiper en matériel comme ça? Parce que ça peut aussi être un frein. Les gens vont se dire: «Bon, ouais, enfin moi, quand je fais de la kiné MSQ, j'ai pour, 200-300 balles, j'ai déjà une barre, j'ai déjà des poids, ça va, je sais quand même faire la plupart des choses, mais ça coûte combien concrètement d'être kiné vestibulaire?» Alors en fait, ça va dépendre du niveau de pratique. En fait, Ouais. le problème de la kiné vestibulaire, comme tu disais juste avant, c'est le problème du matériel. Le matériel, ça va coûter cher. Mais quand on fait que ça, on n'a pas besoin d'un grand espace, faut savoir aussi. Moi, je travaille dans un bureau de 25 mètres carrés. J'ai pas besoin de OK. plus. J'ai une pratique, uniquement focalisée dessus. Alors, certes, c'est vrai que en fonction de là où on habite, le loyer va être plus ou moins cher, mais un bureau de 25 mètres carrés, ça reste quand même plus abordable qu'une grande salle, où en fait, on va avoir beaucoup de charges. Alors, tout dépend de l'équipement qu'on veut avoir, mais globalement, on peut avoir, un équipement, assez basique. Typiquement, pour pratiquer vraiment de façon basique, ce qu'il faut, c'est une vidéonystagmoscopie. Donc la vidéonystagmoscopie, c'est, en fait, une caméra infrarouge que l'on va mettre devant les yeux du patient, et en fait, le patient va être immergé dans le noir et on va pouvoir voir les nystagmus, centraux, périphériques. Donc ça, c'est de Mmh. l'interprétation clinique. Là, il faut que la vidéonystagmoscopie soit reliée à un écran, donc à une télé ou l'ordinateur et en fait, ça permet du coup d'analyser les mouvements oculaires et d'en déduire du coup les potentielles orientations diagnostiques pour les faire parvenir au médecin pour qu'il puisse du coup derrière, entamer les démarches médicales. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça. En fait, s'il devait y avoir un seul objet à avoir, ce serait celui-ci. Le Mmh. problème quand tu interprètes des nystagmus sans vidéonystagmoscopie, c'est que il faut savoir que le nystagmus périphérique ou le nystagmus central, plutôt le périphérique parce que le central augmente, mais il est inhibé à la lumière visible et à la fixation. Et un patient qui ne sait pas, entre guillemets, ne pas fixer de points autour de lui, donc par exemple porter son regard sur un objet dans la pièce, le nystagmus va être inhibé. Donc en fait, on va pas possiblement pouvoir interpréter les mouvements et le nystagmus du patient. Donc ça, c'est un peu technique ce que je viens de dire, mais globalement, c'est très compliqué. Ça a été, développé dans les années 90, ce dispositif-là et en fait, ça Mmh. a changé la pratique parce qu'avant, on mettait des grosses loupes sur les yeux des patients pour voir, en fait, les yeux de plus près et on se rendait compte qu'on avait des difficultés parfois et qu'on passait à côté de certains nystagmus et qu'on n'expliquait pas certains éléments cliniques en corrélation parce qu'on ne voyait pas le nystagmus périphérique et donc avec les Mmh. lunettes, on arrive à les voir de façon significative. Il y a même des logiciels qui permettent de les enregistrer pour, avoir plus d'argumentaire dessus et donc ça permet d'augmenter.
La deuxième chose qui est importante pour moi, alors après, il y a les anti et les pros, c'est le Mmh. fauteuil rotatoire. Le fauteuil rotatoire, en fait, ça permet alors, au-delà du fait de faire certains exercices, pas pour tous les usages, ça permet d'explorer, en fait, les canaux de l'oreille interne, alors surtout les canaux latéraux. En fait, Mmh. en bougeant le fauteuil, on va déclencher des nystagmus au niveau des yeux du patient et on va pouvoir interpréter, savoir s'il y a un côté qui répond moins que l'autre et donc ça permet de voir s'il y a potentialiser une asymétrie. S'il y a un côté qui répond moins que l'autre, on a des arguments en faveur d'un déficit du côté où le nystagmus est le plus faible. Donc Mmh. ça permet en fait de savoir si on a un déficit. Et la dernière chose, c'est l'optocinétique. Pour moi, l'optocinétique, en fait, ça, c'est un. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais en gros, c'est beaucoup de points lumineux. Je pense que la plupart des kinés en ont déjà entendu parler. C'est les fameuses Mmh. boules à facettes où Ouais. on immerge le patient dans une pièce dans le noir, en fait, et on l'entraîne, en fait, on entraîne son système de l'équilibre à s'adapter, en fait. L'optocinétique, en fait, c'est un réflexe qu'on a tous. C'est un réflexe de poursuite oculaire. En fait, quand il y a des éléments visuels qui passent devant nous, on a une capacité de pouvoir suivre les éléments visuels devant nous. Et on a 2 façons de voir, c'est le regard attentif, où on va suivre l'élément visuel, et le regard vague, où en fait on va laisser passer l'élément visuel. Et l'optocinétique, c'est un entraînement en fait de ce phénomène-là, qui est un réflexe d'adaptation, où en fait certains patients, notamment la dépendance visuelle, peut-être que ça va parler à certaines personnes, où en fait le patient est dépendant des informations visuelles OK. au détriment des autres informations de l'équilibre. Et donc Ouais. le système optocinétique va avoir plusieurs usages pour traiter ce problème-là, où en fait on va avoir un défilement visuel devant nous et on va entraîner le patient à accepter par ce qu'on appelle un processus d'habituation. Donc on va l'habituer aux symptômes progressivement pour qu'il puisse récupérer ses facultés d'équilibre au fur et à mesure du temps. Donc si je devais résumer, il faut savoir que l'optocinétique, on peut l'avoir soit en boule, donc une boule qu'on met dans une pièce, mais il faut une pièce immergée dans le noir sans avoir de coin. Donc il faut quelque chose en fait qui soit très uniformisé, où le patient ne puisse pas avoir de repères visuels fixes pour Mmh. pas se repérer dans la pièce et complètement être désorienté. Ou alors la réalité virtuelle que j'utilise personnellement, qui du coup permet un gain de place. Et en fait, il y a l'immersion est complète. Alors après, il y a encore beaucoup de personnes qui sont anti ou pro. Moi, je prends pas du tout de recul là-dessus par rapport à ça. Je pense que les 2 techniques sont très bonnes. C'est juste que par rapport à la pratique, en fait, il faut adapter. C'est-à-dire que si on n'a Ouais. pas la possibilité d'avoir une pièce aménagée, il vaut mieux peut-être prendre de la VR parce que c'est plus simple à mettre en place. OK. Les retours après sur la VR, c'est globalement qu'il faut éviter chez les patients migraineux, il faut éviter chez les patients jeunes aussi, parce que du coup, ça peut provoquer des perturbations sensorielles compliquées et ça peut du coup entraîner des complications. Le cyber sickness, excuse-moi, qui est du coup le mal de la réalité virtuelle aussi, qui est du coup provoqué par une surexposition à la réalité virtuelle, qui peut du coup provoquer des nausées, etc. Donc, il faut faire OK. attention à ces choses-là. Mais assez globalement, pour le type de matériel que je viens de dire, donc de base, on peut s'en sortir pour 15 à 20 000 euros en moyenne, si OK. on se débrouille bien. Donc c'est quand même un investissement, il faut savoir. Mmh. Et donc après, si on veut vraiment investir, donc globalement, si on prend toute la VR, et moi, ce que je recommande enfin, de façon systématique maintenant, c'est le Video and Impulse Test. C'est enfin, ça te parle le HIT, ou est-ce que ça va peut-être parler aux auditeurs? Ou Heu, le le Head HIIT, Impulse Test, en fait, hem, je vais en parler brièvement. ouais. Heu c'est un test en gros qu'on utilise pour savoir si on a un déficit d'un côté ou l'autre. Donc en fait, c'est Mmh. un test pour rechercher si on a, un problème d'asymétrie au niveau du réflexe entre l'œil et l'oreille interne. Un réflexe de stabilisation du regard. Et donc en OK. fait, la caméra VHIT, c'est, Video and Impulse Test, permet en fait de détecter les mouvements de l'œil lorsqu'on bouge la tête rapidement. Donc en fait, OK. c'est un examen exploratoire qu'on utilise pour déterminer s'il y a des atteintes vestibulaires directement sur les hautes vitesses de la tête. OK. Et donc ces tests-là, cette caméra-là, elle permet du coup de vraiment détecter, les asymétries et les déficits. Et donc en fait, c'est aussi une caméra qui permet de faire du triage, indirectement. OK. C'est-à-dire que souvent, si on n'a pas cette caméra-là, si on a des éléments qui sont pas francs sur tout l'examen clinique, parfois, on peut avoir des surprises en faisant cet examen-là, qui peuvent orienter vers potentiellement des explorations complémentaires. Donc pour moi, en fait, travailler sans, c'est compliqué. C'est très OK. difficile.
j'ai j'ai un cas tout à l'heure que je pourrais te décrire, sur, la fin du podcast où en fait Oh. globalement, heureusement que je l'avais parce que sinon j'aurais jamais vu, ce problème-là. Mais globalement, je trouve que c'est quand même important de s'équiper. Alors après, pas obligé, si on a un médecin ORL qui est juste à côté qui peut faire les tests, mais globalement, si on est tout seul en campagne et qu'on veut vraiment se lancer là-dedans, moi je recommande forcément, fort heureusement d'avoir ce dispositif-là pour mieux examiner les patients. Et ce OK. dispositif-là, il coûte entre 10 et 15 000 €, donc au total, ça revient à 40 000 € globalement. Voilà, Ah, si je devais c'est résumer. un bel investissement, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que j'ignorais que en tant que kiné vestibulaire, on avait un gros rôle diagnostic à ce enfin un rôle diagnostique à ce point-là, dans le sens où pour moi, quand quelqu'un a un vertige, généralement, il va plutôt chez l'ORL et j'ai l'impression que tous les tests, enfin la plupart des tests que tu décris, c'était plutôt l'ORL qui faisait ça. Je m'y connais pas, hein, dans ça, mais on va dire ma croyance, c'était ça et donc je me demande du coup, l'ORL là-dedans, qu'est-ce qui fait de plus que toi dans tout ce qui est bilan? Parce que j'ai l'impression que en tant que kiné vestibulaire, tu fais déjà énormément, du coup, tu testes un peu dans tous les sens, machin. Bah, en fait, ça, c'est le problème de l'accessibilité aux soins pour les patients. En Mmh. fait, comme je te disais tout à l'heure, quand on a une ordonnance, on a juste marqué vertige. Alors, OK. si on part de ce principe-là et c'est ce pourquoi je me base sur les réseaux sociaux en disant que faire des bilans, c'est important, parce qu'en fait, la plupart du temps, on va résumer l'atteinte: «Oui, c'est des cristaux». C'est souvent ce qui ressort, c'est des cristaux Mmh mh. et ou alors: «Oui, c'est ménière, c'est une crise de ménière, c'est pas grave». Mmh. Sauf que quand le médecin qui lui, du coup, est dans une situation difficile parce qu'il peut pas demander au patient d'aller voir l'ORL parce que ça va prendre des mois. Mmh. L'ORL n'a pas forcément non plus de créneau d'urgence parce que, bah, il est déjà surbooké et puis il a 9 mois d'attente. Résultat, il reste plus que le kinésithérapeute qui peut éventuellement voir, s'il est pas surbooké aussi. Ouais. Donc en fait, on a cette obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on doit avoir, dans notre cabinet, des moyens d'évaluer le patient de façon standardisée pour éventuellement faire un triage avant qu'il aille voir l'ORL. Et c'est ça Ouais. la problématique, c'est qu'en fait, on nous demande de travailler, entre guillemets, de faire de l'exploration, mais on nous demande d'avoir des moyens spécifiques, mais on nous donne pas les moyens pour le faire, entre guillemets, dans le sens où, voilà, il y a pas de rémunération en conséquence par rapport à ça. On prend une responsabilité par rapport Mmh. au fait qu'on prend le patient, alors c'est pas en première intention, parce que souvent le médecin généraliste fait quand même le triage neurologique et cetera. Mais on a quand même cette responsabilité de se dire quand on voit un patient, et ben, on sait pas vraiment ce qu'il a et ça se trouve Mmh. c'est grave et si Ouais. c'est grave, comment on fait? Ouais. Et là, on est obligé de s'équiper en conséquence. Donc le matériel, il va de pair avec la pratique, mais il va de pair aussi avec l'expertise. Donc tout ça, c'est un peu regroupé. Et donc quand Mmh. l'ORL le voit, souvent ce qui se passe derrière, c'est qu'il va y avoir une exploration complémentaire avec des tests qu'on n'a pas forcément notion. Il va y avoir un regroupement de l'historique de tout ce qui s'est passé avec le patient, parce que souvent, en fait, nous, on identifie des crises. Donc par exemple, si c'est un épisode de vertige transitoire, on va dire, bah voilà, ça pourrait correspondre à une potentielle crise de. Et globalement, par rapport aux antécédents du patient, il va y avoir une reconstitution historique du parcours de soins où en fait, on va mettre en évidence les différents symptômes, les déficits. Et globalement, le médecin va conclure avec tous les examens exploratoires qu'il va faire en plus, Mmh. de la potentialité d'une pathologie, un tel ou un tel ou un tel. Donc en fait, on a un rôle de triage très clairement, en France en tout cas, hein, peut-être pas dans les Mmh. autres pays, mais en France, on a un rôle de triage, dans les pathologies vestibulaires. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi bah, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite ben, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ben, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même bah, sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao.
Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.